Je voudrais donner la parole à M. Jamal Ait Hadadan, qui est un expert en finance islamique et qui va pouvoir nous dire davantage sur la façon dont les produits peut-être islamiques peuvent contribuer au financement. Merci. Monsieur le Président, je vous remercie. Donc, oui. Pardon? Oui, effectivement, oui. J'essaie de faire attention, mais il va se cadrer. Donc, ouais, c'est le cas. Apparemment, oui. Donc, bonjour tout le monde. Voilà, merci. Apparemment, oui, ça gère un petit peu le... Donc, bonjour tout le monde, je me présente, c'est M. Jamal Ait Hadadan, je suis consultant et formateur international en finance islamique. Et je travaille comme responsable de la conformité Sharia et développement des produits au sein de la Banque Al-Baraka. Donc, la Banque Al-Baraka est une banque islamique à 100%. À capitaux mixtes, donc public-privé. Donc c'est une forme de PPP, partenariat privé-public, créé en 1991. Vous allez constater qu'à l'époque, l'État a déjà utilisé ce mécanisme de financement de l'économie, mais malheureusement avec les événements que l'Algérie a connus depuis les années 90, donc pratiquement le PPP, ça n'a pas vraiment marché. Donc... alors, il y a un problème? Ça ne fonctionne pas. Sinon, je vais utiliser le mien. Voilà, c'est bon. Donc, le plan que j'ai essayé de tracer porte sur deux axes. Le premier axe, c'est d'essayer de donner une définition sur le financement de l'économie et les modalités de financement de l'économie. Et le deuxième axe porte sur le thème, donc c'est la finance islamique comme mode alternatif de financement de l'économie, donc c'est notre domaine d'intervention. Je vais essayer d'être très BF en ce qui concerne l'axe numéro 1, puisqu'il a été déjà développé par les précédents intervenants. Donc c'est juste à titre de rappel, donc la finance peut être définie comme fait d'apporter des fonds, c'est-à-dire de la monnaie, à un agent économique. Donc le financement de l'économie désigne l'ensemble des modalités par lesquelles les agents économiques procurent les fonds nécessaires à la réalisation de leurs projets. Pour réaliser leur activité économique, tous les agents économiques, c'est-à-dire les particuliers, les sociétés et même l'État, a besoin d'être financé. Donc cela est valable et pour les entreprises, les ménages et l'État. Donc on distingue là deux types d'agents. Donc on a les agents à capacité de financement, ACF, et nous avons les agents à besoin de financement, AFB. Donc on ne va pas s'étaler là-dessus. En ce qui concerne les financements des activités économiques réalisés de manière soit interne ou interne, donc le financement interne réalisé soit par voie de financement ou par voie externe et réalisé au courant du système monétaire et financier. Le système monétaire et financier, donc le système, voilà. Donc là, en ce qui concerne les modalités de financement utilisables par les entreprises, donc elle est financée par soit l'autofinancement, soit par le financement du capital ou le financement de l'endettement. Là, vous allez constater qu'en ce qui concerne les financements accordés aux entreprises, les banques peuvent intervenir pour les financer, chose qui n'est pas utilisable pour l'État. Donc, les modalités de financement pour l'État, elle peut se faire en deux façons. Donc, soit par le financement des fonds propres, soit par les financements par l'endettement. Et vous allez constater qu'il y a d'autres mécanismes de financement de l'économie. On ne l'a pas cité à titre de PPP, à titre de contrat de joint venture, à titre de EDE, c'est les EDE, l'investissement direct étranger. Et je pense que l'État, le pouvoir public, doit en priori d'abord réglementer ces mécanismes. Réglementer ces mécanismes, pourquoi? C'est pour donner plus d'assurance aux investisseurs, surtout les investisseurs étrangers. Pourquoi réglementer ces mécanismes? Parce que c'est une assurance pour les investisseurs et pour garantir les intérêts des uns et des autres.
Voilà, donc le marché financier, c'est les actions et les obligations. Je vais être très bref parce que ça a été déjà développé par les précédents intervenants. Nous avons le marché monétaire, donc c'est le marché interbancaire et le marché des titres de créances négociables. Donc le deuxième axe qui est la finance islamique, c'est notre domaine d'intervention. Donc c'est quoi la finance islamique? C'est quoi le banking islamique? Quels sont les modes de financement utilisés par les banques islamiques et en finance islamique? Tout cela va être développé dans l'axe numéro 2. Donc la finance islamique peut être définie comme étant l'ensemble des instruments financiers qui ont été adoptés suivant les principes de l'islam. Donc vous allez constater que la finance islamique est des instruments financiers, tels que les instruments financiers utilisés dans les banques classiques, donc collecte de ressources et emploi, sauf que ces instruments ont été adoptés suivant les principes de l'islam. Donc les principes de l'islam qu'on va voir, c'est des 5 principes. Donc les banques islamiques ou le banque islamique sont des institutions financières qui exercent toutes les activités bancaires par l'intermédiation financière en conformité avec les règles reconnues de la charia islamique. Donc elle est toujours en relation avec la charia islamique. Un bref historique, en ce qui concerne la réglementation, on parle toujours de la réglementation parce que c'est très important. Donc en Algérie, cette finance, c'est-à-dire la finance islamique et non pas la finance participative, donc c'est une fausse appellation, la finance participative, parce que la finance participative fait partie de la finance islamique. Donc la finance islamique, elle a été réglementée en Algérie en 2020, donc elle est récente, c'est par le règlement Banque d'Algérie numéro 02-2020 et par l'instruction 03-2020, qui définit les opérations du banking islamique, toute opération de banque qui ne donne pas lieu à la perception ou au versement d'intérêts. Donc la définition qui a été donnée par le secrétaire algérien par le règlement 02-2020 et l'instruction 03-20, donc elle a limité la finance islamique à le versement et à la perception d'intérêts. C'est-à-dire, est-ce que cette finance est une finance non lucrative? Non, c'est faux. Donc c'est une finance qui fait du commerce, sauf que l'indice de cette finance elle est indexée à une marge bénéficiaire et non pas à un taux d'intérêt. Donc le cadre réglementaire de la finance islamique en Algérie, donc nous avons le règlement 02-2020 du 15 mars 2020, nous avons l'instruction numéro 03-2020 du 2 avril 2020 et nous avons le décret exécutif numéro 28-81 du 23-2-2020 fixant les conditions et modalités d'exercice de la séance Takafoul. Et enfin, en 2021, nous avons la loi de finances complémentaire pour 2021 qui a donné des privilèges à la finance islamique par rapport à la finance classique. Vous allez constater par là que cette finance n'a pas été réglementée depuis la création de la première banque islamique qui est le Baraka, de 1990 jusqu'en 2020. Donc la banque Baraka, comme banque islamique à 100%, ainsi que la banque Salam, c'est la deuxième banque islamique qui a été créée en 2008, travaillait sans ancrage juridique. Les principes de fondement de la finance islamique, donc la finance islamique, d'une part, et contrairement à ce que pourrait croire l'interdiction de prêt à intérêt, le riba, ne constitue pas la seule particularité de la finance islamique. Celle-ci repose en effet sur d'autres principes aussi importants qui sont l'interdiction du riba, la prohibition du gharar de maïsar, l'interdiction d'investir dans des activités illicites, l'adossement à un actif réel et le partage profit et perte qui est un élément essentiel en finance islamique, c'est-à-dire le principe de 3P, partage profit et perte. Là, c'est des définitions, je vous laisse, c'est-à-dire, on ne va pas s'étaler en ce qui concerne les principes. Là, c'est le principe qui est très important, qui est la participation aux pertes et aux profits, qui est basé sur un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le ghulm bil ghulm. Donc, une seule partie ne peut à elle seule assumer tout le risque lié à une transaction. De la sorte, l'autre partie ne peut se prévaloir du privilège de transférer tous les risques sur le contractant. Le rendement est un résultat du risque et en constitue le principal justificatif. C'est la même traduction de la fameuse règle al-ghulm bil ghulm. C'est-à-dire, nul ne peut prétendre un bénéfice s'il n'assume pas le risque. Là, on va faire une petite différence entre les deux systèmes, système classique et système islamique. Là, vous avez le système classique, il est basé sur deux grands axes, c'est-à-dire la collecte de ressources et l'emploi, les financements ou les crédits. La banque classique, en collectant de la ressource, la nature juridique du contrat, c'est un contrat de prêt à intérêt. Quand elle va donner des crédits, donc elle va utiliser les ressources en donnant des financements ou des crédits. La nature juridique du contrat entre le prêteur
et la banque, c'est un contrat de crédit à intérêt. Donc toute l'activité ou l'intermédiation classique est basée sur un intérêt. Chose qui n'est pas permise du point de vue de la charia. Donc quelle est l'alternative en finance islamique? En finance islamique, étant donné que la définition qui a été donnée à l'international à la finance islamique, c'est dans l'ensemble des instruments, donc c'est des instruments collecte ressources, emploi, sauf que ces instruments ont été adoptés suivant les principes de l'islam qu'on a vu, c'est les 5 principes. Donc la banque islamique, comment elle intervient dans le marché? Donc en collectant de la ressource, au lieu de signer un contrat de prêt à intérêt, donc ça sera un contrat de mudaraba, c'est-à-dire la mudaraba c'est quoi? C'est un contrat de participation entre 2 personnes, en respectant le 4e principe qui est le PPP, le partage profit et risque. Dans le cas où, partage profit et perte. Dans le cas où la banque ne réalise pas de résultat, le client il assume la perte et vice-versa. La banque en collectant de la ressource, elle va donner des financements. Quand elle va donner des financements, ce n'est pas du crédit à intérêt, donc c'est des financements soit du commerce, achat et vente, soit c'est des contrats de participation qu'on va voir. Donc la banque islamique, elle finance et les entreprises et les particuliers. Donc les financements qui octroyés aux entreprises, c'est des financements de besoins de l'entreprise en matière d'exploitation et d'investissement. Les financements octroyés aux particuliers, donc c'est des financements de besoins aux ménages, soit l'achat logement, aux véhicules, aux électroménagers, etc. Les modes de financement de la finance, islamique, donc nous avons 2 grands axes. Nous avons les contrats d'endettement, c'est des contrats commerciaux achat et vente, qu'on va voir, et nous avons le 2e axe qui est le contrat de participation, c'est-à-dire musharaka, mudaraba, mugharasa, musaqat, chose qui n'est pas permis du point de vue réglementaire. Le règlement 02-2020 de la Banque d'Algérie a exclu 3 cas de financement qui sont dédiés directement à l'agriculture, qui sont la musaqat, la muzara'a et la mugharasa. Là, les produits basés sur des transactions commerciales, donc nous avons transactions commerciales, donc vous allez constater que c'est des contrats de vente et non pas de contrats de crédit, basés sur un verset du Coran, Surat al-Baqarah, la verset 275, qui dit, parce qu'ils disent que le commerce est semblable à l'usure, Dieu a permis le commerce et interdit l'usure. Qui a interdit le riba, c'est Dieu. Qui a permis le commerce, c'est Dieu. Donc, la banque islamique, si elle veut intervenir, elle doit faire de commerce. Elle n'a pas le droit de faire de contrat de prêt à intérêt. Les contrats de commerce, généralement, ils sont 4 grands contrats. C'est la murabaha, le salam, l'ijara et le istisna. Donc, c'est des contrats qui sont connus et qui sont même connus dans le code de commerce algérien et le code civil algérien. Donc la murabaha, le premier mode de financement qui est le murabaha c'est quoi? Donc c'est un contrat de vente par lequel la banque elle achète un produit, un bien, meuble ou immeuble pour le compte de son client et par la suite elle va lui le vendre moyennant une marge bénéficiaire déterminée et fixée au préalable. La murabaha peut intervenir sous 2 formes, soit directe ou indirecte, c'est-à-dire soit la banque elle peut acheter un bien immobilier ou des véhicules et le vendre directement à son client, soit ce qu'on appelle la murabaha tripartite, c'est-à-dire c'est le client qui vient à la banque, il demande à sa banque, donc c'est un ordre d'achat qui est signé entre le client et sa banque, donc c'est un ordre qui est signé entre le client et sa banque, en lui disant de lui acheter un véhicule, un bien meuble ou immeuble, une marchandise, ok, et par la suite, la banque, elle va lui le vendre après l'avoir acquis, ok, en respectant quelques conditions de conformité, bien sûr. Nous avons la ijara, donc l'article 24 du règlement 02-2020 et de l'instruction 03-2020 de la Banque d'Algérie a défini la ijara comme étant un contrat de location au terme duquel la banque ou l'établissement financier dénommé bailleur met à la disposition d'un client dénommé preneur à titre locatif un bien meuble ou immeuble dont il est propriétaire. Donc vous allez constater que toujours on parle de la propriété, donc la banque toujours elle doit être propriétaire du bien pour une période déterminée en contrepartie de paiement d'un loyer fixé dans le contrat. Il s'agit d'une technique de financement qui fait intervenir 3 acteurs, le fournisseur, le bailleur et le locataire.
le salam, il a été défini par l'article 36 du règlement de la Banque d'Algérie comme étant un contrat de vente. Donc toujours vous allez constater que c'est des contrats commerciaux, achat et vente. Donc c'est un contrat de vente avec livraison différée de la marchandise. Ainsi, contrairement à la murabaha, la banque n'intervient pas comme vendeur au crédit de la marchandise acquis sur commande de sa relation, mais comme acquéreur avec paiement comptant d'une marchandise qui lui sera livrée à terme. C'est-à-dire là, la société qui est dans un manque de liquidité, si elle a un manque de liquidité, si elle veut être financée par une banque islamique, elle doit faire un contrat commercial. C'est-à-dire un contrat commercial, c'est la société, c'est le client de la banque qui va vendre une marchandise à sa banque. Okay? La banque, elle va le payer au comptant, plutôt cash, avec livraison différée de la marchandise. Si on va prendre un exemple, donc la banque passe une commande à son client pour 100 tonnes de blé, le prix c'est 100 dinars, donc soit 10 millions de dinars, la livraison dans 3 mois, paiement au comptant. La deuxième partie, la banque et le vendeur signant un contrat de vente par procuration pour laquelle la banque autorise le vendeur à vendre la marchandise à une tierce personne. L'objet se vend de 100 tonnes de blé, le prix c'est 150 dinars. Donc vous allez constater que la marge de la banque est de 50 dinars. Le istisna, donc l'article 44 définit l'istisna comme étant en vertu duquel la banque ou l'établissement financier s'engage à livrer à son client donneur d'ordre ou à acheter au prix d'un fabricant un bien fabriqué selon des caractéristiques définies entre les deux parties à un prix fixe selon une modalité de paiement payable. C'est-à-dire là, la banque commande l'istisna, elle intervient en sa qualité de réalisateur, c'est-à-dire société de réalisation. Exemple, quelqu'un qui a un lot de terrain, s'il veut construire une villa, il contacte la banque islamique. Comment elle va le financer? Elle va le financer par istisna. C'est-à-dire la banque, elle va signer avec son client un contrat istisna en s'engageant à construire la villa. La banque, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va sous-traiter, donc elle va signer un contrat de sous-traitance, ce qu'on appelle istisna al-mouazi, istisna parallèle, par lequel la société de réalisation, elle s'engage envers la banque, donc elle n'a rien à voir avec le client, et elle s'engage vers la banque de réaliser cet ouvrage au profit de la banque dans un délai X. La différence de prix entre les deux contrats, c'est la marge bénéficiaire de la banque. Là, les banques islamiques, qu'est-ce qu'elles font? Généralement, ils recrutent des ingénieurs et des architectes pour suivre la réalisation de ces projets. Là, vous avez le schéma de l'istisna. Donc, le deuxième volet, c'est les produits basés sur un financement participatif. Donc, nous avons le grand axe qui est les contrats d'endettement, les contrats de vente. Ces types de contrats sont généralement utilisés pour financer l'exploitation de l'entreprise. Mais pour ce qui concerne l'investissement, il y a un deuxième mode de financement qui est utilisé, c'est les produits basés sur les financements participatifs. C'est-à-dire, basés sur les produits participatifs, c'est la musharaka et la mudaraba, la muzara'a al-mugharasa. Donc, c'est des formules de l'agriculture, chose qui n'est pas permise pour le moment, parce qu'il a été exclu par le règlement 02-2020 de la Banque d'Algérie. Donc nous avons uniquement la mudaraba et la musharaka. Donc la musharaka, c'est quoi? Donc il a été défini par l'article 14 de l'instruction Banque d'Algérie 03-2020 comme étant un contrat entre une banque ou un établissement financier et une ou plusieurs parties ayant pour objet la participation dans le capital d'une entreprise, dans un projet ou dans une opération commerciale en vue de la réalisation de profits. Vous allez constater là que la définition qui a été donnée à la musharaka, elle a respecté le principe de 3P, c'est-à-dire partage, profit et perte. Dans le cas où il n'y a pas de profit, ni la banque ni le client ne peut assumer la perte et le profit. Donc la musharaka pratiquée par les banques islamiques se présente de plus souvent sous forme d'une contribution au financement de projets, opérations ponctuelles proposées par le client. Là, nous avons deux types de musharaka. Nous avons la musharaka dégressive et la musharaka définitive. La musharaka définitive, en fait, c'est quoi? C'est la banque, elle va entrer dans un projet à l'infini. La musharaka dégressive, c'est quoi? Donc la banque, elle va entrer en musharaka, en participation avec son partenaire dans un projet X, et elle va sortir de ce projet moyennant le remboursement du capital et du profit si le client réalise un profit. Dans le cas où le client ne réalise pas un profit, la banque
n'a pas le droit d'exiger au client de lui payer ni le capital, ni le profit. Vous allez constater que cette formule est trop risquée. C'est pour cela que les banques généralement islamiques ne l'utilisent pas beaucoup. Pourquoi ne les utilisent pas beaucoup? Parce que tout simplement, il n'y a pas de moyen pour les banques islamiques de contrôler leurs partenaires, leurs clients, dans le cas où le client va dire à sa banque que le projet ça n'a pas réalisé de bénéfice. Pourquoi? Parce que la pratique, on demande à notre partenaire, au client, de nous présenter en amont un TCR prévisionnel, et à la fin, après la réalisation de projet, on lui demande de nous présenter un TCR définitif. Le TCR définitif, donc, c'est un bilan certifié, établi par un commissaire aux comptes, et nous savons tous que généralement, malheureusement, la plupart des bilans fiscaux sont pas vraiment réels, donc les chiffres d'affaires réalisés par les sociétés, ce n'est pas réel. Donc, quand il va présenter le TCR définitif à la banque, on n'a pas le droit du point de vue charia, ni du point de vue réglementaire par rapport à l'article 15 du règlement 02-2020 de la Banque d'Algérie, de lui exiger le remboursement, ni le capital, ni le profit. Donc là, permanente et dégressive ou décroissante. Nous avons la deuxième contrat participatif qui est la Moudaraba. Donc la Moudaraba, il a été défini par l'article 17, est un contrat en vertu duquel une banque ou un établissement financier dénommé bailleur de fonds, les Rabbelmen, fournit le capital nécessaire à un entrepreneur, al-Moudarab, qui apporte son travail dans un projet en vue de la réalisation du profit. L'apport de la banque ou l'établissement financier peut être en numéraire, en nature, ou les deux à la fois, mais à la valeur déterminée. La différence entre la Moudaraba et la Moucharaka, c'est que dans la Moucharaka, les deux parties, la banque et le client, ramènent un fonds. Dans la Moudaraba, non, c'est uniquement la banque qui ramène un fonds et le client ramène un savoir-faire, ramène un projet. Là, on peut utiliser cette formule dans les financements des start-up, étant donné que les start-up, c'est des porteurs de projets, sauf que nous, c'est un mode qui est toujours risqué, donc les banques islamiques ne les utilisent pas fréquemment. La Moudaraba peut être soit absolue ou restreinte, c'est-à-dire c'est quoi absolu? Dans le cas où c'est le client qui ramène des fonds, donc il va exiger à sa banque d'utiliser ces fonds dans un projet X, c'est-à-dire à l'international, dans les banques islamiques à l'international, chose qui n'est pas pratiquée en Algérie. À l'international, une banque islamique, elle ouvre des comptes qu'on appelle les comptes Moudaraba absolus. C'est-à-dire le client, il choisit un créneau, un secteur d'activité, c'est-à-dire l'immobilier, il vient à la banque, il va lui dire, je vais déposer une somme d'argent, 10 millions de dinars, vous allez les investir uniquement dans l'immobilier. Dans le cas où le secteur de l'immobilier qui a gagné, c'est uniquement les gens qui ont déposé leurs fonds dans le secteur de l'immobilier qui vont avoir un bénéfice. Dans le cas où il y a une perte, c'est uniquement cette catégorie des déposants qui vont assumer le risque de perte. Il y a ce qu'on appelle restreint ou absolu. Donc, autre mode de financement, vous allez constater que ces modes de financement qui sont pratiquement des modes alternatifs au mode de financement classique, qui est le crédit à l'investissement et le crédit d'exploitation, ces modes de financement ne peuvent pas être utilisés pour accompagner les grands investissements, les grands projets. C'est pour cela qu'ils ont été développés d'autres modes de financement, tels que les soukouk et les fonds d'investissement islamiques. À l'international, c'est des modes de financement très utilisés en Malaisie, par exemple. J'ai un ami qui est le directeur de recherche à la Banque centrale de la Malaisie. Il m'a dit une fois que la plupart des projets d'infrastructures de l'État, tels que les autoroutes, les aéroports, les ports, sont financés par l'État par des soukouk. C'est-à-dire l'État ne débourse aucun sou. Et tout le monde est gagnant, c'est-à-dire les particuliers, les sociétés, l'État, tout le monde est gagnant, c'est-à-dire tout le monde participe à la réalisation des projets. Et c'est des soukouks, ce qu'on appelle les soukouks souverains. OK? Donc les soukouks, c'est quoi? Donc c'est des certificats d'investissement, c'est des certificats d'investissement conformes à la charia. Donc le SAC confère un droit de propriété. Donc vous allez constater que le SAC est un titre de propriété et non pas un titre d'endettement tel que les emprunts obligataires. Donc c'est un droit de propriété sur les actifs de l'émetteur et son porteur reçoit une partie du profit attachée au rendement de l'actif sous-jacent. C'est-à-dire toujours, on doit respecter le principe numéro 4 qui est le PPP, le partage profit et perte. Dans le cas où il n'y a pas de bénéfice,
les détenteurs de soukouk assument le risque de perte. On distingue également deux types d'émissions de soukouk, donc les souverains et les corporates. La différence entre les soukouk et les obligations, donc vous allez constater que les soukouk, c'est un mode alternatif aux emprunts obligataires ou aux obligations, sauf qu'on a la différence. C'est que, en ce qui concerne les soukouk, c'est un droit de propriété, donc c'est un titre de propriété. Par contre, les obligations, c'est un titre d'endettement. Donc c'est un titre, c'est une dette envers l'entrepreneur. Et l'entrepreneur, il doit assumer, il doit rembourser et le principal et le taux d'intérêt, chose qui n'est pas permise du point de vue de la charia par rapport au SAC. Parmi la deuxième différence, c'est qu'en ce qui concerne le SAC, il perçoit une partie du profit ou une perte. Et là, on est toujours le principe 3P. En ce qui concerne les obligations, donc perçoit un taux d'intérêt fixe. Ok? La différence entre les soukouk et les actions, donc on va constater que les soukouk se rapprochent plus aux actions par rapport aux obligations, sauf avec deux particularités. En ce qui concerne les soukouk, donc c'est la propriété d'un actif au projet. En ce qui concerne les actions, c'est une propriété générale. Donc vous allez constater en ce qui concerne les soukouk, c'est une propriété dans un actif d'un projet. Par contre, les actions, c'est une propriété générale dans la société. En ce qui concerne les soukouk, c'est une période limitée par rapport au projet. Donc le projet terminé, réalisé. Dans le cas où il y a un bénéfice, il sera partagé. Dans le cas où il y a une perte, elle sera partagée au prorata. En ce qui concerne les actions, donc c'est une durée illimitée par rapport à la société, 99 ans. Le deuxième mécanisme de financement de l'économie, c'est les fonds d'investissement. C'est les fonds d'investissement islamiques. Donc les fonds d'investissement islamiques est un contrat entre les fondateurs et les souscripteurs afin de réaliser des investissements collectifs. Et les soumet à une gestion professionnelle afin de générer des rendements rentables selon le principe de partage de profit et de perte. Toujours il est lié au principe de 3P. Donc vous allez constater que la définition des fonds d'investissement islamiques, c'est pratiquement la même définition qui est donnée aux fonds d'investissement classiques. Sauf que dans les fonds d'investissement islamiques, on doit respecter quelques conditions de conformité, à savoir le respect de 3P, principe profit et perte, et 2, l'adossement à un actif réel. 3, l'interdiction d'investir dans des opérations illicites. C'est-à-dire on n'a pas le droit d'utiliser les fonds de l'investissement islamique dans des activités illicites. Donc les principaux acteurs d'un fonds d'investissement, donc c'est les fondateurs, les souscripteurs et les gestionnaires. Le type des fonds d'investissement, donc nous avons selon la spécialité, donc valeur mobilière, immobilière, marchandises, industrie. Par rapport aux fondateurs, c'est soit les institutions financières ou les banques et les assurances, soit les sociétés par action. En ce qui concerne les structures de capital, c'est soit la SICAF, c'est-à-dire les sociétés d'investissement à capital fixe ou société d'investissement à capital variable. La différence entre les deux, c'est la particularité que le capital ne change pas, ainsi qu'elle est émise la totalité des actions au moment de sa création en bourse. C'est ce qui constitue la principale différence entre le SICAF et la SICAF. Merci pour votre attention et je reste à votre disponibilité pour donner plus d'explications. Merci. Merci beaucoup, Jamal, pour cette overview, pour cette vue d'ensemble et la comparaison surtout avec les produits classiques. Ça mériterait une discussion à part. Je ne suis pas un fan de la finance islamique et pour cause, c'est un habillage souvent de choses qui se passent par ailleurs. Mais on pourra en discuter, ce n'est pas le lieu. L'un des avantages de la finance classique, c'est qu'il y a possibilité d'aller sur des marchés secondaires, ce qui n'est pas le cas avec les actions et les obligations et les soukouk. Ceci étant, il faut dire que la Malaisie constitue un excellent exemple de réussite des soukouk pour le développement de ces infrastructures. Sauf qu'on oublie souvent que la Malaisie, ce n'est pas seulement un État islamique. Il a une communauté chinoise très importante et très active. Et qui joue un rôle fondamental. Donc le volet social, culturel est également à intégrer dans pareil élément.